Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les officiels, et Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré de participer à cette cérémonie d'ouverture du congrès régional de la FIPF. En principe, la présence d'un homme politique n'est pas très appropriée pour ce type de réunion académique. Je crois que c'est la première fois qu'un député s'exprime de cette manière devant des spécialistes du français, mais le professeur Nishiyama m'a choisi pour cette occasion pour une raison, parce que je suis francophone. Ce congrès se tient à l'université de Kyoto, qui est l'une des universités les plus prestigieuses du Japon. Cette université est la rivale de l'université de Tokyo, dont je suis sorti. Très honnêtement, c'est la première fois que je viens ici. Chaque fois que j'entends le nom Université de Kyoto, je ressens en moi une tension et j'ai toujours peur de me montrer maladroit. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de politique, mais comme M. Nishiyama m'a demandé, je vous présenterai mes vues sur l'éducation de la langue française en m'appuyant sur mes expériences personnelles. Étant donné que je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine et que mes expériences sont très limitées, je ne vous propose pas de donner une vue globale, mais simplement un regard personnel sur la question. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Ogata, Rintaro Ogata. J'ai été élu à l'Assemblée nationale en 2009 pour la première fois. J'ai été malheureusement battu en 2012. J'ai retrouvé mon siège en 2014. La bataille de 2014 a été gagnée de justesse avec un écart de 63 voix. Je suis donc dans mon deuxième mandat. Politiquement, j'appartiens à l'opposition. Je suis toujours en train de me débrouiller pour que mon parti accède à la majorité en attaquant dans les débats de façon très énergétique le Premier ministre Shinzo Abe, qui me considère sans doute comme son ennemi numéro un. Je vais maintenant vous présenter mon parcours scolaire et universitaire pour éclairer les spécificités et les difficultés de l'apprentissage du français au Japon. Je suis né dans le département de Fukuoka qui se situe dans l'ouest du Japon. Dans ma ville natale, c'est presque impossible d'entendre parler français. Même l'enseignement de l'anglais n'était pas très développé quand j'étais au collège et au lycée. Il consistait uniquement dans des exercices de lecture et de grammaire, ce qui ne me permettait pas d'utiliser cette langue comme un outil de communication. Au Japon, il y a beaucoup de lycéens qui savent lire sans trop de difficultés les pièces de Shakespeare ou des thèses de technologie, tout en étant incapables de discuter en anglais. J'en étais un bon exemple. Revenons au français. La seule phrase que je connaissais dans ma jeunesse, sans la comprendre, était « Il offre sa confiance et son amour ». Il offre sa confiance et son amour. Cette phrase était utilisée à la télévision dans une publicité très connue pour une marque de vêtements féminins, Cécile. Cette phrase, correctement prononcée, était totalement inintelligible et même un peu caricaturale pour moi et la plupart des Japonais. En français, on dit « c'est du chinois » pour dire « je ne comprends pas ». Cette phrase, il offre sa confiance et son amour. Si j'essaie de trouver une meilleure expression, j'avais l'impression que c'est du français. Par contre, l'image de la langue française a été largement déterminée par l'ambiance qui accompagnait cette phrase, comme quelque chose qui est hors de portée.
Quand je dis à des amis japonais de mon âge que je sais parler français, ils nous demandent très souvent si je comprends cette publicité pour Cécile. Le moins que je puisse dire sur cette anecdote, c'est que le français résonnait comme quelque chose de très amusant, mais d'inintelligible. À quelques exceptions près, hormis certains collèges et lycées privés à Tokyo, il n'y a pas de cours de français au Japon avant d'entrer à l'université. Mais il y a quelques universités qui offrent des concours d'entrée en français. Par exemple, les universités de Kyoto et Tokyo. Vous pouvez passer un examen en choisissant le français à la place de l'anglais comme langue étrangère. Plus de 99% d'étudiants le font bien sûr en anglais. Quand j'étais au lycée, je n'ai jamais pensé à la possibilité d'apprendre le français pour l'examen de l'université de Tokyo. Après avoir appris le français néanmoins, je me suis rendu compte que l'examen en français est beaucoup plus facile, incomparablement plus facile que celui en anglais. Franchement parlant, l'examen en français pour l'université de Tokyo, un des plus difficiles au Japon, équivaut à celui en anglais pour entrer dans un lycée de niveau ordinaire. Je précise qu'il y a des examens d'entrée en lycée au Japon. Maintenant, je voudrais donc conseiller aux étudiants qui cherchent à rentrer dans des universités très difficiles d'apprendre le français plutôt que l'anglais pour augmenter leurs possibilités de réussite. Je souhaite vraiment que mon message parvienne à eux, même très partiellement. Au sujet de l'enseignement des langues étrangères dans les universités japonaises, j'ai vraiment énormément de choses à dire. Lors de mon entrée à l'université, j'ai choisi l'allemand, non pas le français, comme deuxième langue étrangère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des étudiants commencent leurs études d'une deuxième langue étrangère, c'est-à-dire d'une autre langue étrangère que l'anglais, à partir de l'université. Nous étudions la deuxième langue étrangère pendant 2 ans, ce qui correspondrait à ce qu'était autrefois le première et deuxième année. Ce qui est sûr, 25 ans après être sorti de l'université, c'est que presque tous mes co-disciplines n'ont plus aucun souvenir de la deuxième langue étrangère étudiée pendant 2 ans. Moi non plus. Je dirais en allemand, es tut mir wirklich leid. Je suis vraiment désolé. Une question fondamentale surgit ici. À quoi sert d'apprendre une deuxième langue étrangère à l'université si rien ne demeure dans le cerveau après la sortie de l'université? En toute sincérité, n'y a-t-il pas quelque chose d'ironique ou de démagogique dans le fait d'étudier une deuxième langue étrangère parce que la plupart des diplômés ne s'en souviendront pas? Il est temps, à mon avis, de réviser et réformer le système d'éducation de la deuxième langue étrangère au Japon. Sinon, son utilité elle-même fera l'objet d'un vif débat dans un proche avenir. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, maintenant je parlerai de la position que le français occupe dans l'enseignement universitaire. Il y a 25 ans, le français et l'allemand étaient les principales langues enseignées comme deuxième langue étrangère. Ce qui choisissait le russe, le chinois, l'espagnol représentait une faible minorité. Mais la tendance s'est plus ou moins inversée en faveur des 2 langues, le chinois et l'espagnol. Ces dernières années, 4 langues, le français, l'allemand, le chinois et l'espagnol, attirent respectivement plus de 20%
des étudiants universitaires japonais. L'intérêt grandissant pour le chinois est facilement explicable, compte tenu de notre géographie et de la place que la Chine occupe dans le monde économique et politique. Mais pourquoi la montée de l'espagnol? Qu'est-ce qui a changé? De quelle manière l'image de l'espagnol a évolué? Je n'ai pas de réponse concrète à ces questions. Sans doute, le monde latino-américain est de plus en plus proche du Japon grâce aux médias et à l'Internet. Ce qui nous permet de le connaître mieux qu'avant. Cela contribue à construire une image positive du monde espagnol, actif, global, joyeux. Bien sûr, je sais que la francophonie est très active, que le français est une langue globale, qu'il est très intéressant de vivre dans un pays francophone. Il n'empêche qu'un tel jugement n'est pas forcément partagé au Japon. Ce sont surtout des stéréotypes traditionnels qui dominent, tels que la mode parisienne, la tour d'Eiffel, la cuisine, etc., qui ne suffisent pas à susciter un regain d'intérêt. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Monsieur le Président, en ce qui me concerne, ma rencontre avec le français date de mon entrée au ministère des Affaires étrangères. J'ai été affecté d'une façon complètement inattendue dans le groupe francophone. Cette fois, c'est mon long voyage dans le monde francophone qui commençait. Au début, à l'Institut du ministère des Affaires étrangères, je ne cessais de me répéter « c'est pas possible, c'est vraiment difficile ». Il y a deux raisons pour lesquelles les Japonais abandonnent l'étude du français: la prononciation et la grammaire. Pour ce qui est de la prononciation, la langue japonaise a moins de voyelles et moins de consonnes que le français. Seulement 5 voyelles et 9 consonnes. Cela signifie qu'il y a des sons du français qui n'existent pas et qui sont difficilement assimilables aux sons existants en japonais. Par exemple, jeune, bonheur, sœur sont indescriptibles en japonais. Indescriptibles. Donc ne peuvent pas être correctement prononcés. Autrement dit, notre système phonatoire n'est pas adapté à la prononciation du français. Il faut entraîner les muscles de la bouche pour pouvoir commencer lentement et sûrement à prononcer de façon convenable le français. Mais la plupart des Japonais renoncent avant d'entrer à ce niveau. Pour la grammaire, on est tous confrontés à la différence de genre de mots qui n'existent pas en japonais. Au début, on a l'impression qu'aucune règle ne régit l'attribution d'un genre à un mot particulier. Les Japonais ont tendance à croire que pour mémoriser 1000 mots, il faut aussi mémoriser le genre de ces 1000 mots. Et que finalement, 2000 choses en tout doivent être retenues. Cette tâche nous semble vertigineuse, car nous croyons que l'effort de mémorisation est le double de celui que nous devons fournir en anglais. Je sais bien qu'au fur et à mesure, nous réussissons à découvrir une sorte de règle. Par exemple, quand j'entends le mot Shinkansen, le TGV japonais, je comprends immédiatement que c'est un mot masculin. Mais je me suis dit au début, pourquoi pas la Shinkansen? La Shinkansen. Je m'efforce de dissiper ce type de malentendu pour les débutants, mais en vain. Ensuite, il y a les conjugaisons, le conditionnel, le subjonctif, toutes ces formes qui nous posent aussi de grands problèmes. En particulier, j'éprouve de la rancune contre ceux qui ont inventé le subjonctif, que je ne maîtrise pas.
À cela s'ajoute un fait qui irrite les Japonais. Un fait qui irrite les Japonais, c'est qu'il y a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas. Je me suis toujours demandé quelle différence il chante, singulier, he sings, et il chante, pluriel, they sing, parce que c'est la même chose. Pourquoi est-ce de il, pluriel, et nt, de chante, pluriel, ne se prononce pas dans le cas du pluriel? Sur ce point, l'allemand et l'espagnol sont plus abordables, parce que toutes les lettres écrites se prononcent dans ces deux langues. Tous ces obstacles que les Japonais rencontrent au début pourraient conduire à une solution de facilité, abandon. Quand j'entends dire très souvent que le français n'est pas une langue pour les Japonais, en réalité, je sais qu'une fois ces difficultés surmontées, apprendre la langue française requiert moins d'efforts que l'anglais. Car l'anglais est une langue relativement moins systématique, avec beaucoup d'exceptions dans sa structure. Sur la base de mon expérience, 2 ans ont été nécessaires pour que je commence à prendre conscience de l'accélération dans mes progrès en français. Ces 2 ans de patience et d'effort suffisent pour profiter du bonheur d'entrer dans le cercle de la francophonie. C'est ce que j'essaie toujours d'expliquer aux débutants. C'est dommage que ce conseil ne soit pas sérieusement entendu. Vraiment dommage. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs. Et maintenant, je voudrais parler très librement de l'avenir de la francophonie du point de vue d'un ancien diplomate. J'ai l'expérience d'avoir vécu dans 2 pays francophones dans le cadre de mes missions diplomatiques. 2 ans en France et 2 ans au Sénégal. Durant mon séjour en France, j'étais un stagiaire du ministère des Affaires étrangères. Et après avoir fini ce stage, j'ai été affecté au Sénégal au titre de secrétaire de l'ambassade du Japon. Étant donné que j'étais inscrit à l'université de Franche-Comté à Besançon pour la première année et à l'université de Lille 2 pour la seconde année en France, ma connaissance ne se limite pas à Paris. Malgré le fait que je n'ai pas obtenu de diplôme, la vie dans ces villes a enrichi ma connaissance de la France. De plus, ma vie à Dakar m'a ouvert les yeux sur une francophonie complètement différente. J'ai eu la chance également d'être en charge du Mali et de la Mauritanie, où nous n'avions pas d'ambassade à cette époque. À partir de Dakar, j'ai fréquemment voyagé dans tous les pays voisins, même au Burkina Faso. Et récemment, j'ai voyagé dans le cadre de la mission officielle de l'ambassade à l'île Maurice. Cela a été une bonne occasion pour moi de découvrir une autre forme de francophonie très liée au continent indien. Grosso modo, j'ai l'impression que le mot francophonie doit être pluriel. Cette notion contient tellement d'éléments que je me demande si c'est possible de la définir en termes simples. Mais quand nous voyons l'état actuel de l'enseignement du français au Japon, je suis convaincu qu'il ne reflète pas cette diversité de la francophonie. Récemment, je suis allé dans une librairie pour voir des cahiers d'exercice de français. Conformément à ce que j'imaginais, ils étaient tous caractérisés par les stéréotypes que nous avons sur la République française, notamment Paris. Se balader aux Champs-Élysées, prendre un café à Montparnasse, etc. Du point de vue global de la francophonie, ces images typiquement franco-parisiennes ne donnent qu'un échantillon limité aux nouveaux apprentis.
C'est sans doute un choix stratégique pour répondre aux attentes des clients traditionnels qui s'intéressent à l'élégance, l'image de Paris, ville, lumière. Par contre, dans notre monde contemporain, en transition extrêmement rapide, cette stratégie n'est pas payante. Si, au début de nos études de français, nous ne rencontrons que des images stéréotypées, partiellement démodées, nous ne pourrons pas dépasser ces partis pris dans la conception globale de la langue elle-même. Et ce type de matériel scolaire est inutile pour séduire de jeunes étudiants potentiellement attirés par une autre forme de francophonie. Si on ne fait rien, il se peut que vous perdiez une grande partie des futurs Japonais francophones. Je voudrais voir davantage des matériels d'enseignement ou des missions éducatives de télévision qui s'orientent dans une autre direction et permettent aux auditeurs de se familiariser avec la richesse des francophonies. Cette fois, j'utilise le pluriel. Cette conscience de la diversité des francophonies est indispensable. Même au début des études, il faut laisser derrière soi les préjugés qui datent certainement de plus de 50 ans dans l'enseignement du français au Japon. Aujourd'hui, j'ai parlé de la popularité croissante de l'espagnol dans la première partie de mon discours. Est-ce que tous les étudiants qui choisissent l'espagnol sont attirés uniquement par la péninsule ibérique? La réponse est bien sûr non. La culture hispanique aux États-Unis, au Mexique, dans le vaste continent latino-américain, joue un rôle primordial pour promouvoir cette langue parmi les débutants. Je suis sûr que là où les francophonies pourront faire de même, parce que je connais très bien les potentiels de la langue française et des zones francophones. Monsieur le Président, dans ce genre de conférence sur les francophonies, vous citez toujours la diversité, soit culturelle, soit linguistique, en opposition à la pensée unique et à l'invasion de l'anglais. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Savoir parler le français nous donne un grand atout quand je vois les actualités internationales afin d'avoir des points de vue peu influencés par ceux des anglo-saxons. Pourtant, revenons sur ce concept de diversité. Est-ce qu'il y a une véritable diversité à l'intérieur de la francophonie elle-même, particulièrement dans le domaine de l'éducation? Est-ce qu'il n'est pas monopolisé par la République française? La République française sera toujours un leader de la francophonie, bien sûr. Cependant, compte tenu de sa démographie, sa population n'augmentera pas beaucoup. Regardons l'Afrique, qui verra la population exploser dans l'avenir. Le rapport de force au sein de la francophonie évoluera en fonction de la démographie. Bien sûr, en faveur des pays francophones non européens. Quand je vois les participants aujourd'hui, vous êtes tous le symbole de cette diversité. Vous venez de tous les coins du monde avec des origines différentes. J'ai la conviction de l'avenir de la francophonie réside dans votre existence elle-même. Vous avez un grand rôle à jouer pour introduire continuellement de nouveaux éléments dans la francophonie. Si la francophonie se replie sur des idées historiquement fixées, il va mourir du fait qu'elle aura perdu son charme. Force est de constater que la survie de la francophonie dépend de son renouvellement éternel par
par l'apport de nouveaux ingrédients qui permettent de former une nouvelle francophonie. J'insiste sur ce pluralisme. C'est un mot difficile à prononcer. J'insiste sur ce pluralisme culturel à l'intérieur de la francophonie. Mon idée n'est pas de melting pot en anglais, mais plutôt salad bowl en anglais. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, j'ai épuisé mon temps de parole maintenant. Pour conclure, je m'adresse à ceux qui viennent de l'étranger. Le Japon n'est pas un membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il faut noter qu'il y a beaucoup de francophones, même à l'Assemblée nationale. Pour conclure, je vous promets, qu'au moment où j'accède au poste de ministre des Affaires étrangères, je soumettrai le formulaire d'inscription à l'OIF pour que le Japon devienne un énième membre de cette organisation. Vous pouvez en être assuré. Je vais finir mon discours. Aujourd'hui, j'ai envie de rester ici pour participer au cocktail, mais malheureusement, comme vous le savez dans les journaux, la dissolution du Parlement est imminente. Et je dois retourner dans ma ville natale pour me préparer aux élections législatives qui viendront d'ici un mois. Donc, je suis vraiment désolé. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.